Vous êtes sur New World Info. Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de l'Arabie Saoudite, le prince héritier nommé Premier ministre. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a été nommé Premier ministre, un poste traditionnellement occupé par le roi, selon un décret royal publié ce mardi 27 septembre. Mohamed Ben Salman est le dirigeant du royaume. Alors Mamadou, quelle est la portée de cette nomination? C'est une confirmation que c'est lui le prince héritier parce que officiellement on lui remet le pouvoir. Mais dans la réalité, à part le caractère officiel de ce décret qui n'est d'ailleurs pas habituel puisque en Arabie Saoudite c'est le roi qui est en même temps le Premier ministre, le prince était vice-premier ministre et ministre de la Défense. Mais dans les faits, à la limite ce n'est pas un prince, c'est un roi. Puisque quand on regarde ce qu'il fait aujourd'hui, quand on parle d'Arabie Saoudite, beaucoup de gens ont oublié que son papa est là et que c'est son papa qui est en fait le roi d'Arabie Saoudite. C'est lui qui a, depuis que son papa l'a nommé prince, on a vu carrément sa montée en puissance, aussi bien à l'intérieur du territoire que sur les relations internationales. Donc c'est une façon tout simplement de rendre officiel quelque chose qui était déjà là, parce que c'est lui qu'on voyait partout pour représenter l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut dire à partir de là que c'est un dirigeant de facto? Il l'était déjà. C'est que le document est venu ajouter le caractère officiel, mais de fait, il était plus que Premier ministre. À la limite, il prenait en partie la place du roi, aussi bien sur les affaires intérieures que sur les affaires extérieures. Et c'est là où ce document prend du sens, parce que ça permet maintenant à Mohamed Ben Salman d'agir de façon officielle alors qu'il le faisait déjà de facto sans ce décret royal. Alors, il est en première ligne pour remplacer son père. Qu'est-ce qui fait attendre cela? Ce qui fait attendre, c'est que le père est là, il a 86 ans, il est malade, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas une république pour qu'on dise le mandat est terminé ou quoi que ce soit. Le roi est le roi tant qu'il est là. Sauf bien sûr si le roi a décidé de lui-même de démissionner et de laisser son fils prendre sa place, ce à quoi on ne s'attend pas trop à l'heure actuelle. Ce qui fait qu'on lui donne maintenant ce caractère officiel, puisque le roi étant malade, il va lui être extrêmement difficile de pouvoir s'occuper d'un certain nombre de choses, parce que ce poste de Premier ministre revient de droit au roi lui-même. Alors, cela veut dire qu'il est un interlocuteur aujourd'hui incontournable du royaume. Il l'était déjà. Il était déjà un interlocuteur incontournable, aussi bien à l'intérieur, à travers les réformes qu'il était en train de faire. Tous ceux qui ont essayé de s'opposer à cette réforme l'ont payé très cher, y compris même un certain nombre de responsables religieux qui n'étaient pas d'accord avec certaines de ces réformes, qu'il n'a pas hésité à emprisonner. Rappelez-vous quand il a pris un très grand nombre de personnes très riches en Arabie Saoudite, enfermées dans un hôtel en leur disant « vous avez détourné de l'argent, remboursez ce que vous avez détourné si vous voulez sortir ». C'est-à-dire il est déjà en puissance et il est incontournable à l'intérieur. À l'extérieur, il était incontournable. On a vu plusieurs chefs d'État aller en Arabie Saoudite, c'est lui qu'on a vu les recevoir. Il a eu un problème pendant un temps parce qu'avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, les rapports, tout était pointé sur lui. Rappelez-vous quand même Biden, quand il est arrivé au pouvoir, il a publié, il a accepté qu'on rende public un rapport qui le désignait comme étant responsable. Et pendant cette période, il y a eu une sorte de camouflet pour le prince. Tout le monde avait dénoncé l'assassinat, surtout que ça a été un assassinat particulièrement barbare, parce que finalement, on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et ça avait amené les autres puissances occidentales à se dire, mais non, il n'est pas acceptable de pouvoir avoir certaines relations avec ce prince à cause de leurs opinions publiques qui avaient beaucoup réagi. Mais ça, c'est du passé. Biden est allé en Arabie Saoudite. Macron est allé en Arabie Saoudite. L'ex-premier ministre britannique est allé en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens le côtoient fortement. Il s'ajoute un nouveau problème avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La question du pétrole, l'Arabie Saoudite devient un enjeu extrêmement important, comme tout le monde le sait. C'est un pays, c'est un gros producteur de pétrole.
et tout le monde lui demande de pomper davantage pour qu'on puisse sanctionner la Russie par rapport à son pétrole. Mais s'il faut dire on n'achète pas le pétrole russe, il faut trouver ailleurs du pétrole. C'est un enjeu important qui le rend incontournable. L'autre élément qui le rend incontournable également à l'échelle internationale, c'est la question de l'Iran. Les États-Unis en particulier jouent beaucoup sur l'Arabie saoudite contre l'Iran pour faire en sorte également que les autres monarchies du Golfe s'alignent sur l'Arabie saoudite dans une position plutôt hostile par rapport à l'Iran. Et dans ces conditions, effectivement, ça en fait quelqu'un d'incontournable. Dernier élément, rappelez-vous les marchés de Macron quand il est allé en Arabie saoudite. Tout le monde veut ce marché. Quand tu viens, ces 16 milliards de dollars de marché que tu récoltes, si on le transforme en CFA, ça risque de donner des maux de tête à certains. Alors, au niveau interne, Mamadou, on a vu Mohamed Ben Salman qui a bousculé son pays à tonnes avec des réformes tous azimuts, tout en reprimant également l'opposition, il faut le souligner. C'est finalement jusqu'alors un bilan mitigé. Oui, c'est un bilan mitigé. S'il faut parler de démocratie, bon, je me demande est-ce que le mot est approprié. On est dans une royauté. Donc vous voyez, quand tu dis démocratie, tu dis royauté, ça pose problème, sauf bien sûr quand on est dans ce qu'on appelle des monarchies constitutionnelles, où le roi a juste un rôle symbolique. Ici, ce n'est pas le cas. Le roi est Premier ministre en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Le cas de Jamal Khashoggi dont on parlait, c'était ça. Ce qu'on lui reprochait, ce sont ses propos par rapport à l'Arabie saoudite. Il dénonçait un certain nombre de choses, ce qui a fait qu'il a été ciblé et malheureusement assassiné de façon barbare. Mais c'est la même chose pour les opposants. À la limite, il n'y en a pas parce qu'il est presque impossible d'être sur le territoire saoudien et d'être un opposant. La plupart des personnes qui s'opposent sont à l'extérieur de l'Arabie saoudite. Vous avez actuellement un certain nombre de femmes qui se rebellent et qui ont quand même obtenu quelque chose parce que l'Arabie saoudite interdisait aux femmes de conduire les voitures. Finalement, cela a été autorisé. Les femmes peuvent conduire les voitures. Vous avez ce que j'appelle l'opposition religieuse, puisque dans ces réformes, il est allé très loin en réformant également la société saoudienne, pas seulement des réformes sur le plan politique. Et vous avez beaucoup de dignitaires religieux qui ne sont pas d'accord avec ces réformes en considérant que ce n'est pas conforme ni à la culture saoudienne, ni à la religion, parce que l'Arabie saoudite se réclame également de l'islam comme religion d'État, ce qui amène ceux-là à contester un certain nombre de choses. Mais beaucoup d'entre eux se sont retrouvés en prison, comme le cas de ceux dont on parlait tout à l'heure, qu'on accusait d'avoir détourné de l'argent. Alors, vous l'aviez dit, il était isolé, il cherche à surmonter l'isolement. Là, on le voit avec les chefs d'État aujourd'hui. À part cela, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Mamadou Diouf? Ce qu'il peut faire de plus, c'est d'abord les pétrodollars dont il dispose. Et dans ce monde morose, après plus de 2 ans de Covid-19, ce monde en situation de guerre actuellement avec l'Ukraine, mais l'Arabie saoudite, quand l'Arabie saoudite accepte de donner un marché, les chiffres sont faramineux. Et c'est à cause de ça que vous avez cette politique de 2 poids, 2 mesures que beaucoup de puissances occidentales et américaines ont par rapport à l'Arabie saoudite. Vous avez des choses qu'on reproche à des pays, prenons les pays africains, parce que bon, nos marchés ne sont pas aussi consistants, mais quand ces gens partent en Arabie saoudite, c'est bouche cousue par rapport à ces éléments-là. Ou bien quand on en parle, bon, c'est juste une parenthèse qu'on met dans son discours, parce qu'on ne veut pas voir ces marchés-là échapper et aller vers d'autres. Donc il y a cet enjeu qui est là en termes de marché. Il y a l'enjeu du pétrole, qui est devenu aujourd'hui également un enjeu encore beaucoup plus important, parce que ce que souhaitent aujourd'hui l'Union européenne et les États-Unis, c'est de ne plus acheter le pétrole russe, de ne plus acheter le gaz russe. D'ailleurs, même leur dernière décision, c'est ça, d'ici fin décembre, qu'on ne prenne plus les produits énergétiques au niveau de la Russie, mais il faut pouvoir trouver une solution alternative. Et bien sûr, dans l'OPEP, l'Arabie saoudite joue un rôle important. Si l'Arabie saoudite parvient à amener l'OPEP à produire davantage, ça va jouer sur deux schémas: baisser le prix du carburant, qui est actuellement très élevé dans beaucoup de pays, mais également, en augmentant la production, pouvoir compenser ce que la Russie mettait sur le marché mondial. Il y a le côté géopolitique également. On est dans une zone avec Israël, on est dans une zone avec l'Iran. L'Arabie saoudite veut être leader du monde musulman et en concurrence avec la Turquie
sur cette question-là, mais tous ces éléments intéressent ceux qui veulent dominer le monde. Alors, au niveau de la royauté, certains analystes disent que ce n'est pas la grande forme. Il y a des rififis, les relations entre le prince et puis ses frères. Oui, tout à fait. Ça, c'est du connu dans les royaumes de façon générale. En Arabie Saoudite, ce n'est pas la première fois qu'on voit une telle chose, puisque c'est pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce que je peux parler de démocratie? Puisque quand vous regardez même les postes gouvernementaux, ce sont les princes qui l'occupent. C'était lui qui était le ministre de la Défense. C'est son frère qui était le vice-ministre de la Défense. C'est ce frère-là qui devient maintenant, qui prend ce poste de ministre de la Défense, etc. Donc c'est la famille qui est là. Maintenant, les intrigues familiales, malheureusement, ne manquent pas dans des situations de royauté, surtout quand il y a un très grand nombre de princes. Jusqu'à une période récente, les princes héritiers étaient des personnes âgées. Bon, quand tu dis j'attends mon tour, tu te dis que bon, peut-être dans 15 ans, ça sera moi. Mais Salman, à quel âge? Il a 37 ans. 37 ans. Ben, si je suis le petit frère de Salman, si Salman a la chance de vivre 80 ans ou bien 86 ans comme son père, je deviendrai roi quand? Et souvent, parfois, ça amène certains à vouloir écourter cette période d'attente parce que chacun va vouloir devenir roi. Et dans ces conditions, effectivement, vous avez de la méfiance, vous avez des possibilités d'intrigue et ça fait que parfois, pour montrer que le prince ne fait pas bien le travail, on marque un désaccord sur tel ou tel autre aspect. Mais ça, ce n'est pas propre à l'Arabie Saoudite. À chaque fois qu'on a un très grand nombre d'héritiers potentiels, cela pose ce genre de problème parce que celui qui est le 5e sur la liste se demande combien d'années il va attendre, voire même est-ce qu'il finira un jour par devenir roi, alors qu'ils ne sont pas 5, ils sont nombreux. Alors, vous l'aviez dit, il a 37 ans. MBS devrait devenir de loin le plus jeune de la dynastie saoudienne à accéder au trône après la mort de son père très affaibli. Il sera même l'un des plus jeunes dirigeants au monde. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'habitude, puisqu'ils ont une forme de succession où, quand le roi vient, ce sont ses frères qui prennent. C'est une succession, on appelle la succession à Z. On prend les frères d'abord, après on descend au niveau des enfants. Bon, actuellement, c'est lui le prince héritier. S'il faut suivre, ce sont ses frères qui vont suivre. Alors que d'habitude, puisqu'il y a cette attente qui est là par rapport à celui qui règne, les frères ont le temps de vieillir avant de pouvoir accéder au pouvoir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il a 37 ans. Il a des frères qui vont suivre dans l'ordre de succession. Mais si Dieu lui donne longue vie, les frères reviendront éventuellement au moment où ces frères-là seront très âgés, comme on l'a vu plusieurs fois avec la succession. Ça, c'est la règle de succession qu'ils ont choisie qui entraîne cela, puisque s'il arrive au pouvoir très jeune, s'il a longue vie, c'est ce qu'on lui souhaite quand même, il est clair que parmi les prétendants, il y en a beaucoup qui vont attendre soit longtemps, ou bien même beaucoup qui ne pourront pas accéder à la royauté. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, Mamadou Diouf. Nonobstant les enjeux de l'heure, les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, si on peut le dire, mondiaux, est-ce que vous pensez qu'on peut effacer cela, l'assassinat-là? Non, on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer parce que, d'abord, ce n'était pas ordinaire. C'est à l'intérieur d'une ambassade que cela a été fait. La façon de faire, quand vous découpez une personne, quand vous dissolvez le corps de la personne, parce qu'aujourd'hui, ces choses-là sont claires, ben, le monde n'a pas le droit de passer sur ça comme si rien ne s'était passé. Et heureusement, les opinions publiques sont là. Parce que les États sont capables de passer là-dessus, parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont devant eux. Mais les opinions publiques sont là et même quand il a été nommé, dans beaucoup de médias, beaucoup d'analystes ont rappelé cette situation en disant mais on donne encore plus de puissance à quelqu'un qui devrait être poursuivi et qui ne l'a pas été. Rappelez-vous que quand il l'a fait, bien que les États-Unis sont vraiment un allié de taille pour l'Arabie Saoudite, Trump a été dérangé. Au départ, il a joué à l'avocat, si vous vous rappelez la situation. Il parlait même plus que les Saoudiens en défendant les Saoudiens. Mais après, quand les éléments de preuve, les éléments d'enquête au niveau des États-Unis eux-mêmes sont sortis, Trump a été obligé d'essayer de mettre un peu d'eau dans son vin
parce que les conditions dans lesquelles il a été assassiné sont particulièrement barbares. Et c'était la même chose avec les autres puissances occidentales. La Turquie avait eu une position également très forte en réclamant que les gens soient jugés, y compris le prince, puisque la Turquie l'avait désigné très tôt. Ça avait créé des difficultés dans les relations diplomatiques entre les deux, mais c'est réglé. Les relations également entre la Turquie et l'Arabie saoudite sont en train de revenir au beau fixe, puisque comme j'ai dit, il y a d'autres enjeux à caractère géopolitique, à caractère économique. Il y a la situation actuelle du monde qui fait qu'effectivement, on est en train d'oublier le cas Khashoggi pour aller vers autre chose. Il reste une chose, vous avez les organisations de défense des droits de l'homme qui ont cette manie à venir récupérer ce que les gens ont oublié. Ceux-là pourront éventuellement pourchasser le prince Ben Salman à chaque fois qu'il ira quelque part faire des manifestations, lui rappeler le crime qu'on lui reproche. Mais je ne vois pas, à part cela, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'aujourd'hui, les pays ont tendance à renouer, à normaliser leurs relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite sans tenir compte de l'assassinat de Khashoggi. Alors, pour chuter, ça c'est peut-être le passé, le présent, dans l'avenir, pour un meilleur visage de la royauté, de la gouvernance du prince, selon vous, Mamadou, qu'est-ce qu'il peut faire? En tout cas, par rapport aux pays occidentaux, il est en train de faire ce que les gens veulent. Quand vous regardez à l'intérieur du pays, il a autorisé l'organisation de concerts, etc., des choses qui n'existaient pas au niveau de l'Arabie saoudite. Il a autorisé la conduite des femmes alors qu'il y avait de la résistance au niveau de la société saoudienne. Par rapport à ses partenaires sur le plan international, les gens le préfèrent. Ça, c'est extrêmement clair parce qu'il est dans une situation d'ouverture du royaume que les gens avaient toujours réclamé. Mais malheureusement, à l'intérieur, il fait totalement le contraire par rapport à certains citoyens saoudiens qui ne sont pas d'accord avec sa démarche, ce qui veut dire que bon, il pourra avoir cette aura à l'international, surtout qu'il devient officiellement le Premier ministre, mais il n'a qu'à faire attention parce qu'au moindre faux pas, la communauté internationale de façon générale, les organisations de droits de l'homme et autres ne le rateront pas, et il a eu chaud avec l'assassinat de Khashoggi. Il s'en sort actuellement et c'est dommage quand même parce que c'est quelqu'un qui a été tué et sans raison valable. Mamadou Dioufo, vous êtes éditorialiste. Merci beaucoup à vous. Avec vous, on a parlé de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman nommé Premier ministre. Infini merci à vous. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.